Bonjour à tous, à nouveau. Bien écoutez, cette matinée, comme vous l'avez compris, est un peu placée sous le thème du silence, quelque part, même s'il y a énormément de choses à dire. Ça a été un sujet qui a été abordé donc, en fin de première session par le professeur El Hadj, et finalement qui s'enchaîne maintenant avec les intervenants que nous allons pouvoir écouter. Il nous a semblé intéressant cette année de tirer quelques enseignements de différentes situations finalement qui ont en commun le silence, l'omerta. Et ceci dans différents contextes finalement pour essayer d'en tirer, et c'est le travail que nous pourrons faire ensemble une fois que chacun aura pu échanger et débattre et que également un échange avec la salle aura pu s'instaurer, voir qu'est-ce qui sous-tend tout cela, quelles sont les grandes lignes de force qui génèrent et entretiennent cette omerta, qui n'est pas récente, hein, c'est un phénomène constant, donc il y a certainement de bonnes raisons à cela. Même si, comme on le sait, ça a été rappelé ce matin encore, les choses commencent à bouger avec notamment les mouvements des réseaux sociaux, un certain nombre de choses commencent à craquer et la parole à se libérer, comme on le dit. Mais cette chape de plomb du silence, elle a probablement des raisons, des conséquences, et c'est tout cela que nous allons aborder dans un instant. Donc nous avons choisi 3 thèmes, en fait on en avait même choisi 4 à l'origine, qui sont les omertas dans le cadre des omertas institutionnels, celles qui touchent au monde religieux. Et là, nous aurons François et Alexandre qui pourront intervenir sur ce sujet. Les omertas dans le domaine de l'aide sociale à l'enfance, vaste sujet également. Ensuite, également les omertas dans le monde militaire. On en parle moins, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a moins de choses à dire, nous le verrons, et c'est passionnant. Un 4e sujet que nous avions envisagé d'aborder était celui de l'omerta dans le monde politique. On sait qu'il se passe beaucoup de choses là aussi, mais là, manifestement, c'est peut-être là que les résistances ou les volontés de parole en public sont les plus difficiles à mobiliser. Donc nous n'avons pas aujourd'hui d'intervenant dans ce domaine, sauf si quelqu'un dans la salle, bien sûr, Muguette interviendra à ce sujet, mais si quelqu'un dans la salle a soit une expérience, un témoignage à apporter, il sera bien entendu le bienvenu et nous l'intégrerons. Il y avait bien entendu aussi l'omerta dans le monde culturel, on en parlait ce matin, on parle de maintenant l'affaire Matzneff. J'ai l'impression que chaque année, il y a un événement récent qui est complètement d'actualité, qui précède les assises de quelques jours. Bon, cette année, c'est plutôt dans le domaine culturel. Mais tout à l'heure, en fin de journée, Anne Morel également interviendra sur ce sujet du domaine culturel. Donc pour commencer, finalement, bon, l'omerta, c'est quoi ? Tout le monde connaît, hein, tout le monde a une idée de ce que ça signifie. Si on regarde un petit peu ce qu'on peut trouver notamment sur Internet, on peut le traduire par la loi du silence, qui est une règle tacite imposée par les mafieux dans le cadre de leurs affaires criminelles et qui implique, entre autres, la non-dénonciation des crimes et le faux témoignage. Donc on voit qu'on est au cœur du sujet parce que c'est vraiment ce à quoi on est confronté en matière de violence sexuelle. Dans le milieu mafieux, le châtiment pour la violation de cette loi du silence est la mort. On peut se demander si dans certains domaines, notamment peut-être politiques ou d'autres, ce type de châtiment n'est pas, de façon symbolique ou de façon réelle, toujours d'actualité. Donc je vous propose sans plus tarder que nous commencions par peut-être faire en sorte que chacun des intervenants sur les différents sujets puisse d'une part se présenter et ensuite nous vous proposerons un temps d'échange. Alors ce serait presque une table ronde incluant la salle, même si ici l'estrade est rectiligne, de façon à ce que vous puissiez les uns avec les autres intervenir directement pour qu'on fasse surgir de ce sujet tout ce qui en est les ressorts, les grandes lignes et les points communs. Donc, j'ai peut-être demandé dans un premier temps, même si on les connaît tous très bien maintenant,
à nos amis François Deveau et Alexandre Ezès de se présenter rapidement. Moi, je voudrais juste, en introduction, redire encore une fois combien on admire le travail qui a été fait par Philippe Lacrosse, Violaine Guérin et Mugadini, qui ont su nous réunir. Et le professeur Elhaj le disait ce matin, on a tous un pouvoir d'agir. Et je crois que ces personnes-là ont pris largement leur part. Et voilà, je trouve ça formidable. Donc moi, je suis François Deveau. On a cofondé l'association La Parole Libérée avec Alexandre, qui s'est en premier lieu investi sur le sujet des violences sexuelles commises au sein de l'institution catholique. Et puis, principalement sur le cas de Bernard Prénat. Et puis, on a découvert le système de couverture de l'abus, qui est une particularité peut-être un peu plus prégnante dans l'institution catholique. Ça va être en cours de démonstration. Et donc, voilà, on s'est investi. On n'avait pas de prédisposition vraiment pour ce sujet-là, la pédocriminalité et dans l'Église. Et on a ouvert une boîte de Pandore. On a eu une stratégie qui a été la stratégie de la médiatisation, parce que sur l'angle juridique, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis voilà, on en est là aujourd'hui avec une certaine effervescence sur le sujet qui permet de prendre conscience des défaillances systémiques au sein de l'institution qui va, on l'espère, la contraindre à se réformer, à réformer son système. Voilà. Bonjour, donc Alexandre Ezès, j'ai confondé avec François l'association la Parole Libérée, juste pour effectivement introduire ce concept d'omerta dans ce qui nous concerne effectivement en premier lieu à la Parole Libérée, qui étaient les institutions religieuses et notamment l'institution catholique. Je crois que c'est très important ce terme-là parce que pour qu'il y ait omerta et cette loi de silence, il faut qu'il y ait un groupe d'individus et surtout une industrialisation de ce silence. C'est-à-dire que ce silence est processé, procéduré pour effectivement passer sous silence et ne pas permettre aux victimes de parler, parce que pour qu'il y ait omerta, il faut qu'il y ait un groupe. Et quand, Philippe, tu parlais de mort, en fait, effectivement, ça peut être une mort symbolique, et vouloir dénoncer à l'intérieur de ce groupe, en fait, c'est finalement d'en sortir complètement. Et on sait l'importance, effectivement, et notamment d'un point de vue religieux, la religion, ça éduque, ça forme toute une vie depuis la naissance, et c'est extrêmement dur effectivement d'aller à l'encontre d'une institution qui finalement vous a éduqué et vous a permis d'acquérir des principes, on va dire, moraux et de vie, et cette remise en cause effectivement peut être extrêmement dure. Et puis la deuxième chose dans l'omerta, par rapport aux institutions, je pense qu'on en parlera, c'est que, en fait, quand on parle d'institution, finalement, et quand on est un individu victime, en fait, la première chose qui empêche de parler, c'est de penser qu'on est seul. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression, effectivement, que ce qui nous est arrivé est quelque chose de spécial et d'individuel, et en fait, on ne se rend pas compte que cette situation est reproductible à l'infini chez d'autres personnes. Et lorsqu'on a créé la Parole Libérée, effectivement, au départ, quand en 2014, j'ai commencé à faire une enquête tout seul, je pensais être la seule victime de ce prêtre Bernard Prénat. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait une deuxième personne, et puis une troisième personne. Et c'est ce qui a finalement, après que François Deveau m'ait contacté et qu'on ait pu créer cette association, en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'était pas 2, pas 3, pas 4, mais à peu près au moins 80, effectivement, victimes qui ont été personnalisées. Et là, on s'est rendu compte que autour de cela, autour de cette emprise effectivement psychique et spirituelle qui avait mis en place effectivement ce prêtre, mais aussi la totalité des supérieurs effectivement de ce prêtre, chacun se pensait seul et ne voulait pas parler, en partie pour cela, parce que c'était son propre problème, et la honte personnelle l'emportait sur une volonté effectivement de justice contre une institution qui était toute puissante.
Alors, docteur en psychanalyse et psychopathologie, donc je suis aussi victimologue en cabinet et consultante en psychocriminologie et victimologie en institutions sociales, médico-sociales, éducatives, sur les questions de violence et de conflits d'équipe dans différentes institutions, que ce soit au niveau des équipes ASE, établissements aussi accueillant des mineurs, des personnes en situation de handicap, auprès des personnes dans les équipes des conseils départementaux et des équipes de direction. Donc je parlerai avec ces différentes casquettes. Je suis Leïla Minado, je suis journaliste indépendante, je fais partie d'un collectif qui s'appelle YouPress. Je vais laisser Julia présenter notre travail. Et donc je m'appelle Julia Pasquale et journaliste également, actuellement au journal Le Monde. Et avec Leïla, donc il y a quelques années, c'était en 2014, on a publié un livre qui s'appelle La guerre invisible sur les violences sexuelles dans l'armée française. Et juste pour rebondir sur le terme d'omerta et introduire un peu notre propos. C'est vrai que nous, la première, entre guillemets, omerta à laquelle on a été peut-être confrontés, c'est la non-existence du sujet, en fait. C'est-à-dire quand on s'est intéressé, quand on a décidé de s'intéresser au phénomène des violences sexuelles dans l'armée française pour voir s'il existait, parce qu'on n'avait pas d'éléments là-dessus, on s'est rendu compte qu'il y avait en interne aucune étude, aucune production écrite sur le sujet. C'était pour ainsi dire un non-sujet. Et ça a été le point de départ de notre enquête, quand on s'est rendu compte que dans d'autres pays proches, qui ressemblent, on va dire, à la France, qui ont des armées, on va dire, qui lui ressemblent, pour le coup, il y avait déjà eu soit des enquêtes de presse, soit des rapports internes, soit des scandales qui avaient amené à des enquêtes internes aux institutions. Donc voilà, ça a été notre point de départ. Oui, donc je suis Sophie Boutboul, je suis journaliste indépendante, je fais partie du même collectif que Leïla, YouPress. Et donc j'ai coécrit ce livre avec une femme qui s'appelle Alizée Bernard, qui a été victime de violences conjugales pendant 8 ans par un ex-gendarme actif, qui était actif au début des violences et réserviste par la suite. Et donc c'est une enquête sur les violences conjugales subies par des femmes de gendarmes et de policiers. Et je reprendrai ce qu'a dit Julia. C'est un peu la même chose qui m'a fait me pencher sur le sujet. C'est la non-existence du sujet en France. Il y avait des études qui avaient été faites aux États-Unis, notamment depuis la fin des années 80, sur le sujet des violences conjugales commises par des forces de l'ordre. Et en France, il n'y avait pas de chiffres et pas d'études. Et donc voilà, j'ai fait une première enquête pour Mediapart à ce sujet après ce livre. Voilà. Bien, alors si vous le voulez, je propose qu'on rentre maintenant un peu dans le sujet. En termes de méthodologie, ce qu'on va pouvoir faire peut-être, c'est aborder sous forme de questions communes dans ces différents champs, dans ces différents secteurs, auxquels on vous demandera chacun, les uns et les autres, de répondre peut-être de façon assez ramassée, peut-être de l'ordre de 5 minutes, parce qu'on a 4-5 grandes questions, thèmes qu'on aimerait aborder avec vous, et comme il y a déjà 5 domaines, le temps passera vite, 4, de façon à pouvoir ensuite avoir ce temps d'échange, comme on en parlait tout à l'heure, avec la salle. La première question, c'est le quoi, qui et comment. Sur quoi, dans chacun de vos domaines, porte le plus souvent l'omerta? Alors, je lance 2 ou 3 questions. Est-ce que c'est sur des comportements répréhensibles? Est-ce que ce sont sur les violences, dont les violences sexuelles? Est-ce que ce sont, quand on parle d'omerta, est-ce qu'on parle aussi, par exemple, de malversation, d'actions illégales? Et tout le monde se tient par la barbichette pour que rien ne sorte et rien ne se sache. Alors, en ce qui concerne vos domaines, sur quoi porte essentiellement l'omerta? Alors c'est intéressant votre question parce que je pense que dans l'armée, l'omerta, elle porte sur absolument tout. C'est pas un hasard qu'on appelle l'armée la grande muette. C'est que le silence au sein de l'institution est d'or. Donc du coup, d'abord nous en tant que journalistes, donc du coup l'accès à l'information, la transparence n'existe pas. Donc quand on essaye nous d'approcher l'armée,
on nous répond que ça n'existe pas, que c'est pas un sujet, où on nous ferme très souvent les accès. D'ailleurs, sur toute la fin du livre, on ne va pas accepter de répondre à nos questions, à aucun moment. Et puis, mais j'ai envie de vous dire, c'est secondaire par rapport à effectivement l'omerta qui règne et qui pèse en premier lieu donc sur les victimes, sur les survivantes des violences au sein de l'armée, puisqu'évidemment, comme toute victime, comme une grande partie des victimes de violences sexuelles, elles ont honte, elles n'ont pas envie de parler, difficulté pour beaucoup à porter plainte, etc. Mais quand certaines osent sortir de ce silence, elles peuvent être victimes de représailles, y compris de représailles physiques. On a des survivantes qui ont été menacées, bousculées, violentées physiquement suite à leur dépôt de plainte. On a également des victimes de harcèlement, c'est-à-dire qu'ensuite, suite à leur dénonciation en interne, elles vont être victimes d'un véritable harcèlement de la part de leur hiérarchie, de la part de leurs collègues. Et évidemment, les représailles sur la carrière, puisque ce qu'on a pu constater avec Julia, c'est que pour bon nombre d'entre elles, ça signifiait la fin de leur carrière, le fait d'avoir porté plainte, puisque la plupart d'entre elles étaient dans un premier temps mutées et dans un second temps poussées doucement vers la sortie. Marielle ? Alors, tout d'abord, je dirais qu'au niveau de la France, là, il n'existe aucune statistique sur l'ampleur des violences sexuelles, ce qui prouve le déni du phénomène. Ce type de violence, effectivement, demeure un véritable tabou. Et contrairement aux pays occidentaux, à ce jour, aucune directive du ministère de la Justice pour demander au parquet, pour demander à l'administration pénitentiaire, au commissariat de police ou gendarmerie, des chiffres. Alors également, il n'existe aucune statistique sur le nombre de victimes des violences sexuelles en institution, ni sur le nombre d'enfants placés parce qu'ils ont été victimes de violences sexuelles. Autrement dit, le phénomène n'existe pas puisqu'il n'est pas quantifié. Alors également, des recherches sur cette problématique sont extrêmement rares. Je souhaite aussi ici souligner le nombre de classements sans suite, de 75%, qui est quand même très, très important par rapport aux plaintes déposées. Et en matière de taux de réponse pénale, les infractions à caractère sexuel représentent 1%. Donc nous ne pouvons que souligner la rareté des condamnations. L'omerta peut aussi porter sur, bien sûr, tous les comportements répréhensibles, mais je pense qu'elle porte encore davantage sur des crimes, sur notamment les violences sexuelles. L'auteur, bien évidemment, de ces crimes connaît la loi, connaît l'interdit de l'inceste, et l'agresseur est rompu à cette stratégie où il va notamment abuser de sa position d'autorité. Et au niveau institutionnel, des directeurs peuvent tarder à informer les parents de faits de violence dont ont été victimes leurs enfants. Des responsables et des élus peuvent différer l'information et reporter les mesures à prendre afin d'éviter tout scandale. C'est l'institution, en fait, qui est toute puissante. Alors, on peut qualifier aussi d'omerta des accords entre les différents responsables, directeurs d'établissement, présidents d'associations, élus, représentants des services de l'ASE, du parquet, accord donc entre les différentes parties pour éviter le scandale, pour éviter des réactions vives de parents d'enfants victimes et des réactions de professionnels. Et des accords sont aussi passés dans les hautes sphères du pouvoir pour sauvegarder coûte que coûte l'image de l'institution. Pourquoi ? Sur le plan des représentations sociales, sur le plan des responsabilités, il y a une volonté de dissimuler le déficit d'élaboration des déviances, un défaut de signalement d'enfants en danger, et c'est pour cette raison que la violence peut s'institutionnaliser. Donc l'attitude passive des détenteurs de l'autorité par abus de pouvoir ou désengagement indique la source même de l'institutionnalisation de la violence. Et ces répétitions d'abus où les enfants vulnérables sont violentés, cette toxicité du tabou des secrets contribue à imposer l'omerta, à imposer la loi du silence.
Je vais passer la parole à Sophie. Pour parler du sujet, déjà, il y a quelque chose qu'il faut dire avant tout, c'est que sortir du silence pour les femmes, ou pour toutes les personnes victimes de violences conjugales, de qui que ce soit, c'est déjà d'une difficulté inouïe. Donc ça, c'est déjà un premier constat. Il y a des sentiments également de honte, de culpabilité ressentis par les victimes, parce que c'est ce que font peser sur elles leur agresseur. Mais ce dont je me suis rendu compte en travaillant sur le sujet des violences conjugales commises par des conjoints policiers ou gendarmes, c'est que les menaces notamment étaient très ciblées et très précises. Notamment déjà par exemple du fait d'avoir une arme de service chez soi. La menace peut être juste de poser l'arme de service en évidence sur la table de nuit, sur la table du salon, mais aussi les menaces verbales. Donc je connais des médecins légistes, je connais des indiques, je suis agréée assermentée, je te ferai passer pour folle, de toute façon personne ne te croira. Pour ceux qui sont commandants ou haut gradés, que ce soit dans la police ou la gendarmerie, c'est de toute façon si tu portes plainte, la plainte elle reviendra sur mon bureau, ou la plainte reviendra à mes oreilles, ou les collègues ils m'en informeront. Donc ces menaces, elles maintiennent les personnes qui sont déjà victimes de violences conjugales dans un silence encore plus grand, donc qui favorise l'omerta. Après, pour la partie gendarmerie, la caserne est également un facteur d'isolement et l'ambiance qui peut y régner. Plusieurs femmes, notamment donc ma coautrice Alizée Bernard, ont vu en entrant dans la caserne pour la première fois une plaque en émail sur laquelle il était inscrit les chiens sont autorisés, les femmes sont tolérées. Donc c'est une ambiance aussi qui peut participer, je pense, à l'omerta. Et donc voilà pour ce premier point. Sur quoi porte l'omerta dans le monde religieux? Merci Muguette. Moi j'ai essayé de préparer un petit peu cette question et je me disais, dans ce qui nous concerne, le mécanisme d'omerta, il est assez parfait. Parce qu'on touche le sacré, on touche le pouvoir, on touche l'exercice de l'autorité, on touche la culture du silence qui est intrinsèque au dogme avec l'obéissance qui est liée. Et en fait, là, en vous écoutant, je me rends compte que tout sujet de pédocriminalité, en fait, est un mécanisme parfait d'omerta et que c'est intrinsèquement lié. Et après, il y a un quantitatif qui est plus ou moins important, avec des dissonances de manière statistique. Et comme le disait Marielle, on manque de chiffres, donc on ne sait pas de quoi on parle. Et c'est là où peut-être les responsabilités de l'autorité publique et des gens qui gouvernent ce pays est peut-être à un peu mettre en évidence, parce que c'est quand même leur responsabilité première. Mais en tout cas, de ce que moi j'ai pu voir, dans l'environnement catholique, l'omerta est assez parfaite quand même. Je rajouterais aussi que, en tout cas, dans l'Église catholique, sur l'omerta, sur quoi porte l'omerta? L'omerta porte évidemment sur les violences sexuelles. Il faut savoir que dans la religion catholique, mais dans beaucoup de religions, en fait, beaucoup de choses tournent autour du sexe. Et le sexe est un tabou à part entière. Donc en fait, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est mal et il ne faut pas en parler. Donc ça, c'est important parce que finalement, cette omerta aussi vient aussi de ces tabous et ce nombre d'interdits qui ne permettent pas de parler. Et puis, sur quoi porte l'omerta? Je pense que c'est effectivement dans l'institution religieuse. Je rappelle qu'on nous a beaucoup effectivement mis en avant que la parole libérée crée le scandale. Donc, il y a ces fameuses phrases dans la Bible qui résonnent en tous, effectivement, celui qui crée le scandale, etc., etc. Et effectivement, c'est d'inverser les rôles, c'est-à-dire que finalement, celui qui crée le scandale, c'est celui qui parle, et c'est pas le pédocriminel qui agit finalement. Et donc, il
qu'il y a un retournement, et notamment dans l'Église catholique, où la question du pardon est centrale. Donc quand vous êtes victime, en fait, la force d'une victime, la force effectivement de la foi, c'est de savoir pardonner, et une fois que vous avez pardonné, finalement, vous vous enfermez, et vous devenez vous-même, effectivement, dans le groupe, vous retournez dans ce groupe-là. Et je pense qu'il y a un certain danger de ce côté-là, où finalement, le pardon, moi, j'ai vécu cette expérience de pardon avec le prêtre criminel, effectivement, et une fois que le pédocriminel vous a demandé son pardon, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous êtes devant un dilemme, parce que finalement, si vous n'acceptez pas, vous êtes finalement celui qui n'accepte pas le pardon, donc vous êtes dans une situation terrible. Et puis effectivement, si vous lui pardonnez, est-ce que vous pourrez après avoir la force d'attaquer? On a vu notamment ce film dans ce film Spotlight, sur les scandales dans les années 2000 à Boston de tous ces prêtres pédophiles. En fait, dans cette institutionnalisation de l'Omerta, elle portait effectivement, il y avait des rencontres avec les prêtres pour effectivement organiser ce pardon. Et puis pour terminer, et effectivement, une fois que vous aviez pardonné, vous étiez réduit au silence. Et puis, ce qui est important sur cette question, sur quoi porte l'Omerta, évidemment que ça porte sur les agressions sexuelles, évidemment que ça porte sur vraiment ce crime qui est innommable pour l'humanité, hein. Enfin, je veux dire, ça concerne effectivement des institutions religieuses, parce qu'il y a une particularité sur l'emprise spirituelle, mais en fait, il y a des particularités dans chaque institution d'emprise, hein, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, etc. Donc, chacun a sa particularité. Mais il y a aussi l'Omerta porte aussi sur le silence des autres. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, nous on l'a vu, quand dans une institution, quelqu'un va vous dire « mais tout le monde savait ». En fait, chaque fois que quelqu'un n'a pas parlé, en fait, il est soumis à l'Omerta de l'autre qui n'a pas parlé. Et c'est-à-dire que ça crée donc une situation effectivement de silence global, parce que celui qui n'a pas parlé au moment où il savait, effectivement, est d'une certaine manière responsable et ne veut plus parler, et ne veut plus aussi parler sur l'autre, et était aussi réduit au silence par le fait qu'effectivement il se rend complice par son silence. Et c'est cette multitude de petits mensonges qui crée une omerta en fait globale, de celui qui a violé à celui qui n'a rien dit et qui savait. Sur cette première question, ça me suggère une petite réflexion. Ce que tu viens de dire, Alexandre, cette notion d'appartenance au groupe, hein, qui est très forte dans le domaine religieux, parce que voilà, il y a des dogmes, il y a un catéchisme, il y a des normes, il y a une façon de se comporter. Bon, et on veut, c'est un des traits de l'humain. On est un personnage ou un animal social, et donc on s'inclut dans un différents groupes, que ce soit la famille, la religion, etc. On le retrouve là, dans la religion, on le retrouve probablement dans l'armée, parce que là aussi, il y a une volonté d'adultes, cette fois-ci, d'appartenir à une communauté qui, elle aussi, a ses règles, ses méthodes, ses objectifs, ses valeurs. Et la notion, parce que ce matin, vous parliez des sectes, Muguette, et je sais que dans un certain nombre de sectes que vous avez notamment mentionnées, qui ont pignon sur rue, le châtiment, la peine suprême, qui existait aussi dans la religion catholique et qui est un petit peu passé de mode maintenant, c'est l'excommunication. Donc c'est être exclu du groupe. Et ça, c'est un vrai châtiment qui, une fois que la victime, j'allais dire, a été depuis son enfance embarqué dans un mode de pensée, et quelque chose qui peut lui sembler insurmontable et qui sera prêt à éviter. Donc je pense que dans l'armée, peut-être aussi, on peut retrouver ce genre de phénomène. En revanche, la question que je me pose, c'est quid de l'ASE, par exemple, parce que là, les enfants n'ont rien demandé, ils ne sont pas rentrés volontairement dans un groupe. Comment réagissent-ils face à cette notion de famille, groupe, enfin peu importe le terme je ne sais pas si je suis clair. Si. Donc pour des enfants, c'est compliqué pour eux. Des enfants peuvent être déplacés d'une institution à une autre institution quand ils ont osé dire. Mais ce phénomène-là existe au niveau des équipes.
C'est-à-dire que, par exemple, dans une histoire criminelle de viol sur enfant où une personne, un éducateur, avait violé au minimum 25 enfants, l'inspecteur de l'éducation nationale, après avoir convoqué l'auteur des faits, avait dit au directeur « Eh bien, si ça pose problème les nuits qu'il fait, vous avez qu'à demander à sa femme donc de faire les nuits avec lui ». Des enfants ont pu être effectivement ont pu passer à l'acte après. Il a pu y avoir des viols entre enfants après cette histoire de criminalité, de pédocriminalité. Pour les enfants, c'est toujours extrêmement difficile d'en parler. Il ne faut pas oublier aussi que des enfants placés ont parfois été déjà victimes de viols ou d'agressions sexuelles dans leur propre famille. Donc les situations sont extrêmement complexes au niveau des groupes d'enfants, ou en tout cas au niveau des enfants. Je me pose la question de savoir où commence l'institution. La famille n'est pas en soi une institution, l'armée, l'Église, et je me demande si l'institution ne commence pas à partir du moment où un mode de pensée se normalise. Et donc, il y a un mode de pensée qui est établi et qu'il faut respecter, et on ne peut pas sortir de ce mode de pensée. Et la victime devient un peu emprisonnée dans ce mode de pensée, et donc il faut qu'elle en sorte, et c'est un peu l'expérience qu'on a vécue avec Alexandre, c'est-à-dire qu'un mode de pensée qui est à la base plutôt positionné sur le registre du garant de la morale, eh ben, en fait, on est allé déstabiliser un mode de pensée préétabli en essayant de démontrer la défaillance et le dysfonctionnement de ce mode de pensée où effectivement la culture du silence prend l'ascendant sur la liberté individuelle et la liberté de penser. Pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, c'est vrai que très vite, nous, quand on s'est intéressé à la façon dont les femmes étaient victimes étaient réduites au silence, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui relevait de la culture, on va dire, institutionnelle. Et je pense, même sans forcément l'avoir développé ou écrit, mais qu'on a pu faire des analogies avec justement l'inceste au sein de la famille ou la pédocriminalité au sein de l'Église, parce qu'il y a un peu ce réflexe de corps, en fait. Il y a une culture de corps importante dans l'armée. C'est vrai qu'on peut dire que l'armée, c'est une sorte de grande famille. Et quelque part, en dénonçant des violences qu'elles ont subies, les femmes se détachent de ce groupe, un groupe auquel déjà elles appartiennent avec difficulté, parce qu'on est sur une culture viriliste, un monde principalement d'hommes. Donc leur place n'est vraiment pas gagnée au sein de cette institution, et en dénonçant des faits, elles s'en détachent et elles deviennent un petit peu les moutons noirs en fait du groupe, parce qu'elles ont entaché sa réputation. Et c'est vrai que nous, on l'a constaté, des femmes qui ont pu dénoncer se sont vues reprocher leur prise de parole par leurs collègues en disant précisément tu entaches la réputation du régiment ou de la section, ou enfin voilà, selon l'unité. Et c'était assez mal vécu parce que ça venait rompre une unité. Et il y a aussi le fait que pour un chef au sein de l'armée, reconnaître une situation problématique, une situation de violence sexuelle, c'est compliqué. Ils ne sont pas incités à le faire dans la mesure où un groupe qui est mal géré par enfin, quand il y a une violence sexuelle au sein d'un régiment ou d'une section, ça veut dire qu'il a été mal géré. Et donc, ça vient entacher la gestion par le chef. Et donc, ça vient nuire à sa carrière. Donc, il a tout intérêt à empêcher que cette information remonte. Et comme on est dans une institution très hiérarchisée, où tout doit suivre une procédure de remontée hiérarchique de l'information à travers le compte-rendu, on a très vite, à tous les étages, une chape de plomb qui vient retomber sur la parole. Oui, Sophie. Merci. Oui, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Julia, puisque mon enquête portait et sur des gendarmes et sur des policiers, ça concernait une petite partie
du coup armés. Dans le travail que j'ai fait, moi, la plupart des femmes qui parlent ne font pas partie ni de la police ni de la gendarmerie. C'est des femmes de policiers ou de gendarmes, même s'il y a aussi des femmes elles-mêmes gendarmes et elles-mêmes policières qui parlent dans le livre et qui ont été victimes de gendarmes et de policiers. Et c'est vrai qu'il y a cette culture du silence qui revient, et aussi ces comparaisons qui reviennent dans la culture du silence avec ce qui a pu se produire dans l'Église avec la pédocriminalité. Et l'esprit de corps, le fait qu'il y ait cette notion de frère d'armes même parfois. Et par exemple, en garde à vue, quand des mises en cause sont de la police ou de la gendarmerie, parfois même un traitement de faveur presque inconscient reproduit par les collègues, même si c'est des collègues indirects et lointains, un traitement de faveur pour le mis en cause, ou des choses faites en sa faveur, ou par exemple également bénéficier de la protection fonctionnelle en tant que mis en cause, alors que dans les textes de la défense, normalement, ça ne doit pas être... la protection fonctionnelle, on ne doit pas en bénéficier si on est mis en cause dans une affaire. Et un dernier point, c'est qu'il y a une sorte de sacralisation de la parole des policiers et des gendarmes qui revenait, et notamment, c'est la première personne qui m'a alertée sur le sujet, puisque je n'ai pas décidé comme ça du jour au lendemain de travailler sur le sujet. C'est parce qu'une psychologue d'un hôpital m'a alertée sur le sujet alors que je faisais une enquête sur tous les refus de plainte en gendarmerie et en police pour toutes les femmes victimes de tout type de violence, qu'elles soient sexuelles ou autres. Et elle me disait, un policier est venu à l'hôpital pour dire que sa femme était hystérique et délirante. Elle a été hospitalisée parce que il y avait une sorte de foi en sa parole, en fait. Et en fait, s'il n'y avait pas eu une vigilance d'une psychiatre et d'une psychologue qui se sont rendus compte qu'elle n'était ni délirante ni hystérique, mais victime de violences conjugales, elle serait peut-être restée hospitalisée en psychiatrie. Elle avait pu être exfiltrée, même si après elle n'a pas eu de copie de sa plainte et que la psychologue avait saisi l'IGPN. Bref, c'était juste pour illustrer ce côté sacralisation de la parole qui revient un peu dans toutes les histoires. Alors, la deuxième question, elle portait sur qui porte l'omerta. Bon, on se dit bien, ça nous semble évident que l'omerta, elle porte sur la victime. Mais est-ce qu'elle porte sur d'autres personnes ou d'autres structures? On commence par les garçons. Alors, sur qui pèse l'omerta, c'est vrai que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, parce que finalement, l'omerta pèse sur tous ceux qui sont dans l'organisation du silence. Il y a effectivement, ça pèse sur la victime, mais ça pèse sur aussi l'environnement de la victime, et sur notamment ceux qui savaient et qui, à un moment, auraient pu parler et ne parlent pas. Ça a toujours été, nous, notre souci. C'est une des raisons de nos actions, notamment au niveau juridique, parce que pour nous, effectivement, ce qui arrive, en tout cas pour la protection de la victime, est souvent mis en cause parce que des gens qui ne sont pas forcément les prédateurs sexuels, effectivement, se taisent. Et c'est là où est le danger, parce que finalement, si un directeur d'école, si un membre de la famille étant au courant parle, eh bien, ça mettrait en place une fin de l'omerta, où en tout cas, ça briserait le silence et permettrait à la victime de parler, et surtout de ne plus se sentir seule ou enfermé dans ce secret. Ça, c'est très important. Et puis, cette loi du silence, en fait, il faut bien comprendre, alors, sur tous les cas, effectivement, encore une fois, sont différents. Quand j'entends parler, effectivement, de cas, notamment dans l'armée, de cas dans la famille, etc., je me dis que, d'une certaine manière, en France, nous, même si, effectivement, on a subi quelques pressions, on a de la chance. Pourquoi? Parce que finalement, on a parlé, effectivement, et cette appartenance au groupe n'a pas eu de répercussions, ça aurait pu en avoir, sur notre environnement familial, professionnel, comme peuvent l'être effectivement dans l'armée ou dans une famille, où là, on peut sortir complètement brisé, non pas brisé intimement, ça c'est déjà le cas, mais brisé socialement. Et parler, en fait, rompre cette omerta, c'est aussi se mettre en danger. Alors, dans le cas de la parole libérée, on a eu aussi des cas de femmes, de religieuses qui étaient finalement des objets sexuels pour des moines ou des prêtres pendant longtemps. Et ces femmes-là, le jour où elles ont parlé,
En fait, elles sont sorties, elles se sont retrouvées quasiment à la rue, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune protection. Et dans la famille, c'est exactement pareil. Une femme qui parle, qui doit accompagner son mari dans l'armée pendant des années et des années, qui ne travaille pas forcément, parler, c'est s'exclure, mais c'est aussi être détruit socialement parce qu'on n'a plus aucune protection, et notamment d'un point de vue financier ou d'autres points de vue. Nous, dans notre cas, alors ça a été très dur parce que d'une certaine manière, parler, c'est se mettre en danger, mais certaines personnes qui étaient encore très ancrées dans la religion ou qui avaient des intérêts autres dans le milieu-là, effectivement, se sentaient en danger par leurs paroles. Et certains sont tenus au secret et sont obligés au secret parce que sinon ça les détruirait, non plus encore une fois intimement, c'est ce qui est déjà fait, mais dans la vie sociale. Et ça c'est important parce qu'il faut des gens autour pour pouvoir les porter. Et c'est vrai que souvent on dit, nous on a eu la chance d'avoir des familles qui nous ont entourés, et je pense que si on n'avait pas eu autour de nous des gens qui nous portaient, on aurait été incapable non seulement de briser le silence, mais aussi d'être dans un combat. Et juste, c'est ce qui est particulièrement terrible en fait pour l'enfant, parce que pour parler, il faut être capable de sortir de ce corps auquel on appartient, qu'il soit catholique, armé, familial. Il faut avoir construit suffisamment de piliers dans sa vie, familiaux, amicaux, professionnels, pour pouvoir s'opposer à un corps auquel on appartient et le dénoncer. Et c'est là où est toute la difficulté de l'enfant, c'est que l'enfant, s'il dénonce ce corps, plus personne ne répond à ses besoins physiologiques. Il a plus de quoi bouffer, il a plus de toit, il est voué à l'échec. Alors après, il peut partir dans des maisons, être replacé, mais là, il lui arrive souvent pire que ce qu'il vit déjà. Et c'est là où est toute la gravité de la problématique de la pédocriminalité. On a coutume de dire que le silence, c'est un peu comme une tache d'huile, en fait. Au centre, il y a la victime, il y a la survivante de la violence, et puis autour, il y a la hiérarchie, les supérieurs, les collègues, etc., qui effectivement obéissent aussi à cette loi du silence. Et puis il y a des gens qui sortent un peu de cette tache d'huile, qui s'approchent un peu de la victime, qui sont les lanceurs et les lanceuses d'alerte. Nous, dans notre livre, on a tenu à leur consacrer un chapitre, parce que ces personnes-là, la majorité se tait, mais il y a des personnes qui parlent. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le savoir. C'est des personnes qui, en général, mettent tout en danger pour soutenir. Par exemple, on peut vous parler le cas d'une assistante sociale qui avait recueilli la parole d'une jeune soldate qui avait été violée par ses camarades. Et donc, elle avait proposé à cette soldate de l'accompagner déposer une plainte. Et à partir de ce moment-là, elle a signé la fin de sa carrière. Donc, c'était une assistante sociale, donc fonctionnaire de la Défense. À partir du moment où elle est sortie du silence, de cette politique généralisée du silence, elle a été elle-même victime de harcèlement moral, donc on l'a placardisée, on l'a mis dans une mansarde, dans une sorte de caserne désaffectée à la campagne, et on l'a poussée jusqu'à commettre une tentative de suicide. Bon, elle a fini par perdre son travail. Et encore une autre personne aussi, une serveuse, donc qui avait assisté à du harcèlement contre des jeunes soldats, qui avait accepté de témoigner, qui elle aussi a dû partir de l'armée. Donc le prix de sortir de la sortie de ce silence est quand même souvent très très cher payé, mais c'est possible, mais il existe, et je pense qu'il vaut aussi la peine d'être raconté. Je voulais raconter une toute petite chose qui, à mon avis, pour moi est centrale, c'est la question de... On pense toujours que le silence, il tombe du ciel, mais c'est pas le cas en fait. Dans l'armée, les jeunes soldats, les officiers sont dressés au silence, ils sont formés au silence dans notamment les grandes écoles. Vous avez peut-être lu dans la presse ce qui s'est passé à Saint-Cyr, mais aussi à Naval, à l'école de l'air, etc. On y consacre aussi un chapitre chez nous, parce que quand on est dressé au sexisme, quand on est dressé à l'homophobie, mais également au racisme, etc., qu'on est dressé à se taire, et bien forcément, ça a des conséquences sur l'ensemble de l'institution derrière. Et donc, du coup, je pense que ça met aussi en avant la question de la responsabilité de l'État, en fait. C'est pas simplement 3 ou 4 personnes qui vont
se taire comme ça parce que c'est tombé du ciel, etc. Non, c'est vraiment quelque chose auquel on est éduqué. Et dans les écoles, évidemment, les grandes écoles, il y a toutes ces questions de bizutage où effectivement on vous apprend à vous taire, on vous apprend à supporter et on vous apprend à ne pas dénoncer. Et je pense que ça, évidemment, c'est terrible, il faut en parler, mais c'est aussi beaucoup d'espoir pour la suite, puisque ça peut changer en fait. Il y a cette marge de manœuvre, il y a une possibilité aujourd'hui de dresser les personnes autrement. Alors c'est vrai que les personnes de sexe féminin sont les plus touchées. C'est ce que l'on dit, un homme sur 6 et une femme sur 4. La domination masculine s'exerce effectivement sur des enfants ou des personnes vulnérables et davantage sur celles de sexe féminin. Toutefois, je pense que lorsque des hommes, vous êtes une exception, mais oseront dire les violences sexuelles vécues, dépasseront leur honte effectivement et leur peur d'atteinte à leur virilité, je pense que ce nombre pourrait vraiment augmenter, pourrait être vu à la hausse. Et je pense que s'il y a aujourd'hui davantage de personnalités féminines qui osent parler, les personnalités masculines sont beaucoup plus silencieuses sur les violences vécues, et notamment quand il s'agit quand des femmes ont été auteurs. Je parlerai là maintenant des personnes avec des enfants en raison de leur déficience physique, psychique ou intellectuelle. Ces personnes en situation de handicap sont le plus souvent psychiquement et moralement incapables de poser des limites, de se protéger par rapport à des personnes aux agirs pervers. Et c'est vrai que le niveau de naïveté, je dirais, d'un enfant, surtout en situation de handicap intellectuel, l'expose encore davantage aux prédateurs. Donc on sait que ces enfants sont en quête d'affection par rapport à l'adulte. Ce sont des personnes qui sont très dépendantes en fait psychiquement de l'adulte. Et au niveau institutionnel, donc dans le système même de protection de l'enfance, peut s'exercer la toute-puissance des adultes, et des enfants peuvent devenir objets de pression, d'abus de pouvoir, de menaces, objets de violences sexuelles. Ce sont 56 000 mineurs qui sont accueillis au sein des établissements, donc c'est un chiffre quand même, un nombre considérable. Et depuis la loi de mars 2007, nous avons assisté en fait à la rétrocession aux conseils départementaux de missions qui étaient en fait auparavant de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire dans le sens d'une transmission de tous les pouvoirs en matière de pilotage et d'organisation de la protection de l'enfance. Dans chaque département, il y a des cryptes, je passe là-dessus. Mais peuvent-ils seuls gérer ces affaires de pédocriminalité sans rendre compte, sans évaluation, ce qui est le cas aujourd'hui? Ce sont des sphères importantes de pouvoir, et lorsque l'institution elle-même a failli, elle va prioritairement privilégier, bien évidemment, la défense de l'institution, surtout pas de vague, sinon la honte, l'affront, le déshonneur pour l'institution, pour les professionnels, pour les élus, pour le département. Donc il convient davantage de juger dans l'entre-soi. Alors que la protection de l'enfance devrait être un absolu, l'institution c'est la règle, l'individu doit se conformer aux normes sociétales, et l'institutionnel, son fondement devrait être celui d'ériger comme règle la défense de l'humain et des conditions optimales de son existence. Mais on sait que la machine aussi judiciaire est trop lente. Et sur toutes les scènes du pouvoir, il y a violence. Et je souligne là quand même le déni du phénomène social. Nous assistons quand même à un processus collectif d'étouffement des événements. Des représentants institutionnels ont conscience que si l'une des parties bafoue le silence, pose des faits sur la place publique, eh bien, ça pourrait compromettre effectivement la réputation de l'établissement et de ses représentants, également
bien évidemment les autorités chargées du contrôle de l'établissement et donc l'autorité de l'État. Et l'omerta est bien le déni des faits de pédocriminalité qui subsistent dans un certain nombre d'établissements. Mais en tout cas, dans chaque département, des élus et des responsables institutionnels, des responsables d'institutions de tutelle, des présidents, vice-présidents de conseils départementaux, tous savent, connaissent des établissements ayant été le théâtre de faits majeurs. Il y a donc une dimension là inconsciente collective et un tabou qui entraîne un déficit majeur de signalement. Je prendrai juste 2 minutes encore pour signaler quelque chose, un point crucial qui me paraît crucial. Dans tous les établissements médico-sociaux accueillant des mineurs travaillent des médecins référents, pédopsychiatres, médecins généralistes. Et encore aujourd'hui, de nombreux médecins avancent le secret médical pour ne pas signaler. Alors, je soutiens la cause du docteur Catherine Bonnet qui défend ce vide, qui travaille sur ce vide juridique, qui ne soumet aucunement le médecin comme tout citoyen à signaler. Alors que des médecins et le Conseil de l'ordre se cachent derrière leur secret médical et mettent en avant la soi-disant crainte d'être poursuivis, est indécente, déshonnête pour les enfants victimes, désastreux sur le plan déontologique. Se pose la question de l'éthique du corps médical au détriment de l'enfant lorsqu'un soignant ne peut prendre soin du corps physique et du psychisme de l'enfant. Pour moi, c'est un pur abandon de la cause des enfants, une complicité avec les auteurs en faisant obstruction au droit. Les médecins ne peuvent se placer au-dessus des lois de la République et aucun argument n'est valable pour s'opposer à cette obligation de signalement où doit primer l'intérêt supérieur de l'enfant. Je peux juste, je suis désolée, du coup je réagis à cette question sur qui pèse la loi du silence. Vous m'entendez là ou faut que je... Non, pardon. Je voulais dire que la spécificité dans l'enquête et ce livre que j'ai coécrit, c'est que les femmes qui parlent dans ce livre, elles sont réduites au silence par des hommes qui sont censés les protéger et qui sont censés protéger d'autres hommes, d'autres femmes, d'autres enfants. Et du coup, cette loi du silence, elle pèse sur les victimes, mais elle pèse sur toute la société. Et je voulais vous donner au moins un exemple. L'exemple d'Annie qui parle dans le livre, qui a déposé plainte pour viol conjugal contre son ex-conjoint policier habilité officier de police judiciaire. Donc c'est ceux qui sont habilités à prendre des plaintes et à mener des enquêtes notamment. Et elle, Annie, une des choses qu'elle m'a dites quand je l'ai rencontrée, c'est qu'une de ses motivations pour déposer plainte une fois qu'elle était sortie de l'emprise, c'était qu'elle se serait sentie responsable s'il avait continué à prendre des plaintes pour violences sexuelles dans son métier. Donc la responsabilité en plus pesait sur elle, alors que bien sûr elle n'aurait pas dû peser sur elle, mais sur d'autres personnes, notamment l'institution et la hiérarchie qui embauche cet homme. Et donc, cet homme, aujourd'hui, a une instruction contre lui pour viol conjugal, même si, entre-temps, un policier de l'IGPN, donc la police des polices, a persuadé Annie de retirer sa plainte, alors que l'IGPN est censé être l'ultime recours quand, justement, il y a des problèmes avec les plaintes. Mais l'affaire a été poursuivie, donc il y a une instruction, même si elle a retiré sa plainte. Et il a été condamné également pour appel malveillant, contenu intrusif ou harcelant. Et cet homme, il est toujours en poste dans un commissariat aujourd'hui. Donc, c'est en ça que je disais que la loi du silence, elle pèse du coup sur toute la société, puisqu'il y a d'autres cas qui sont racontés dans le livre par une assistante sociale également, qui accompagne des femmes déposer plainte chaque jour pour violence conjugale, où elle s'est retrouvée face à un policier dont elle avait reçu l'épouse quelques semaines avant pour des violences conjugales. Et je voulais dire, pour terminer sur cette question, qu'il y a une négation des faits, même par les autorités, et donc que la loi du silence, elle est également au niveau étatique et au niveau autorité, puisque aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, ils n'ont pas voulu me donner une interview directement avec le ministère de l'Intérieur, mais j'ai pu poser des questions par mail au service communication.
Et une de leurs réponses, quand je les ai questionnés sur le port de l'arme de service en cas de mise en cause pour violence conjugale, c'était l'arme est retirée, donc l'arme de service est retirée dès qu'il y a le moindre doute. Or, en fait, c'est faux. Et il y a une histoire, la famille d'une victime qui témoigne dans le livre pour témoigner que c'est faux. C'est qu'il y a une femme qui s'appelle Karine, qui avait 24 ans, qui a été tuée par son ex-conjoint policier avec son arme de service devant leur enfant de 2 ans et demi en février 2016. Elle avait déposé plainte, elle avait appelé le 17. La plainte était remontée aux oreilles de sa hiérarchie, selon mes informations. La hiérarchie n'a pas pris de mesures de précaution, donc c'est faux. Et aujourd'hui, la négation des faits, la loi du silence, elle a des conséquences, donc jusqu'à des féminicides et des infanticides. Donc là, nous venons de voir un peu l'impact et les effets finalement de l'omerta sur le groupe, dans l'institution ou vis-à-vis du reste de la société. Le thème suivant que nous aimerions aborder est celui des effets de l'omerta sur l'individu lui-même. En quoi peut-il être affecté, la personne à qui cette omerta est imposée, dans le domaine de sa santé psychologique, physique, ses conséquences professionnelles ou familiales. Pourquoi est-ce que la victime n'est pas entendue ou reconnue ou respectée dans sa dignité ou ses droits, ou tout ce qui peut en fait l'impacter. Je ne sais pas, peut-être Julia ou Leïla. Oui, peut-être rapidement, mais nous, on a, dans notre livre, on a enquêté sur une 50aine d'affaires de violences sexuelles, donc qui vont du harcèlement jusqu'au viol. Ça représente plus de femmes, hein, mais c'est une 50aine d'affaires. Et on peut dire que au moment où on a écrit le livre, au moment où on les a rencontrées, aucune ne s'était maintenue dans l'armée. Elles ont toutes dû quitter l'institution et par un procédé assez commun qui est la réforme pour inaptitude. Parce que quand on intègre l'armée, on signe un engagement, un contrat, et on ne peut pas, comme dans le secteur privé, démissionner. Il faut aller au bout de son engagement, au bout de son contrat. En plus, comme l'armée a du mal à recruter, elle a plutôt tendance à maintenir les gens en poste aussi longtemps que possible. Et donc, ces femmes ont toutes quitté l'armée, réformées, donc, à l'issue de longs congés maladie pour dépression la plupart du temps. Ce qui est assez commun, effectivement, c'est qu'au moment où elles sont réformées, on leur donne un papier qui dit, voilà, vous êtes inapte au service. Et c'est vraiment quelque part la double peine pour ces femmes qui, pour la plupart, n'avaient pas été reconnues en tant que victimes et en plus qu'on désignait comme incapables de se maintenir dans l'institution. Et à contrario, les agresseurs qu'elles avaient dénoncés, pour un nombre important d'entre eux, avaient pu se maintenir dans l'institution, même après une éventuelle condamnation pénale. On a un exemple, d'un militaire de l'armée de l'air qui a agressé sexuellement 2 femmes au moment d'opérations de type Vigipirate, Sentinelle. Donc c'est des opérations où on a plusieurs unités mélangées pour aller effectuer des missions sur Paris, dans des aéroports, etc. Et donc les 2 femmes avaient porté plainte. La personne avait été condamnée à de mémoire 2 ans de prison avec sursis, oui. Et on avait assisté au procès. Puis quelques temps après, on avait demandé où était devenue cette personne. Et en fait, elle était toujours militaire. Donc il n'y avait pas eu de sanctions disciplinaires, on va dire, associées à sa sanction pénale. Je vais essayer d'être rapide. Je pense en fait à un cas de 2 femmes. Il y a eu en 2018, il y a un gendarme commandant de brigade qui a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, donc sur une de ses ex-compagnes, et pour détournement de scellé en plus dans la même audience. Sachant que dans cette audience, il y avait 5 ex-compagnes en tout qui témoignaient, plusieurs enfants.
Parmi ces 5 ex-compagnes, il y avait eu 3 différentes femmes qui avaient fait des tentatives de suicide. Et donc, il y avait bien sûr des conséquences traumatiques des violences conjugales évidentes. Et donc, la première plainte contre ce commandant de brigade a été intervenue en 2002. Il y a eu une condamnation en 2018, fin 2018. Il y avait eu donc plusieurs alertes. C'était remonté jusqu'à la hiérarchie du commandant de brigade. Il y a eu plusieurs plaintes et c'est que à la suite de cette dernière plainte qu'il a été convoqué devant un tribunal et il a été, selon les mots de l'institution, poussé à la retraite, mais c'était pas si clair parce qu'il a quand même eu un grand pot avec des personnes haut placées. Donc, pour ces deux femmes que j'ai pu rencontrer parmi ces 5 ex-compagnes, les conséquences sur leur vie, elles sont évidentes. C'est du traumatisme, des années de soins qui suivent pour elles, pour leurs enfants, puisque les enfants sont également victimes des violences conjugales quand ils y assistent. Et donc, dans les conséquences, je l'ai évoqué, il y a aussi les conséquences pour toute la famille quand ça va jusqu'à des infanticides ou des féminicides. Et donc, dans ces cas-là, je pense à vous parler d'Aurélie, qui est elle-même policière. Son ex-conjoint était policier et il a tué sa fille de 4 ans de 8 balles dans le corps avec son arme de service. Et aujourd'hui, Aurélie, elle est toujours policière, mais c'est un traumatisme qui n'aura jamais ça ne sera jamais réglé. Lui s'est suicidé après avoir tué sa fille avec son arme de service également. Et donc, pour elle, c'est une blessure qui se refermera jamais. Et elle est toujours policière et aujourd'hui, elle aimerait bien pouvoir transmettre son histoire à ses collègues en école de formation. Voilà. Pour rester un peu global dans les différentes institutions, pour moi, la conséquence première de l'omerta, c'est l'emprise psychique, c'est le refoulement de sa propre souffrance pour ne pas déstabiliser un schéma de pensée. Et ça découle directement sur l'emprise psychique. Et c'est peut-être de là que vient le syndrome de Stockholm un peu. Et dans l'institution catholique, on a conversé avec un certain nombre de personnes et notamment des sœurs. Et j'ai été frappé de voir à quel point certaines d'entre elles, une bonne partie d'entre elles, celles avec qui j'ai conversé, oubliaient complètement leur propre souffrance et elles pleuraient même pour la dérive de l'homme, quoi. Elles étaient perdues de voir un homme qui les avait violées être aussi vide d'humanité et oubliant complètement leur propre vécu et leur propre souffrance. Et c'est là que voilà, il y a peut-être une forme d'emprise psychique, spirituelle, enfin de l'esprit. Et moi, c'est ce qui me frappe le plus. Juste, je voulais dire, je crois que quand on parle, quand on dénonce, en fait, on réforme le schéma de pensée auquel on appartient. Et quand on réforme le schéma de pensée auquel on appartient, c'est qu'on l'estime et c'est qu'on l'aime et c'est qu'on demande à ce qu'il évolue, que ce soit la justice, que ce soit l'État, que ce soit l'Église, que ce soit l'armée. On ose mettre son vécu sur la table à contribution pour contraindre les esprits à grandir. Et voilà, je trouve qu'il y a une démarche courageuse dans cette démarche.
Sur les conséquences de l'omerta, évidemment, il y en a un nombre important. Pour moi, en tout cas, la principale conséquence de l'omerta, c'est la solitude. En fait, c'est cette solitude face à l'exclusion lorsque l'on parle, c'est la solitude face... Et je pèse mes mots parce que je l'ai vraiment vécu par cette incapacité de non-indignation, cette incapacité d'indignation que peuvent avoir certaines personnes face à un crime qui est quand même effroyable, qui sont les viols sur les enfants. Cette solitude que l'on peut avoir face à une institution en fait, qui, malgré tout, en fait, on l'a vu par quelques exemples, ne change rien, c'est-à-dire que la vie continue alors que les victimes, nous-mêmes, nous avons cette vie brisée. Cette solitude par rapport à, en fait, ce mal qui devient non seulement une banalité, mais une normalité dans l'institution. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe comme si ça s'est passé hier, ça se passera aujourd'hui et ça se passera demain, et les mêmes mécanismes se mettront en place. Et puis, c'est cette solitude par rapport à finalement un phénomène dans les institutions de déshumanisation et donc de déresponsabilisation. En fait, c'est pas dans les institutions, quoique je reprendrai un article que j'ai lu ce week-end sur... l'affaire Maznef et cette parole de cet écrivain Becbédé qui voulait se dédouaner, en tout cas s'excuser, et il a eu cette phrase qui est terrible. Il a dit finalement dans le monde littéraire nous sommes tous coupables, et finalement c'est une manière de rhétorique de se déresponsabiliser, puisque finalement toute l'institution est coupable, donc il n'y a aucune personne qui est coupable. C'est-à-dire, et nous on l'a vécu aussi dans notre histoire où finalement tout le monde disait on savait, et finalement c'est l'institution qui est coupable. Non, il y a des personnes, il y a des individus qui ont violé, il y a des individus qui savaient qu'ils n'ont pas parlé, et ils sont responsables. Ce n'est pas l'institution en tant que telle, mais derrière l'institution, il faut remettre en place l'humain, et c'est certaines personnes qui, elles, doivent en subir les conséquences. En fait, vous avez été, quelque part, maintenant que tu dis ça, un peu les Denise Bombardier de l'institution catholique, quelque part. Si, il faut que des individus sortent du lot. Alors, quand François disait qu'une des particularités de l'association, ça a été la médiatisation, en fait, la particularité, c'est vrai qu'on s'est senti assez fort, et encore une fois, c'est un peu malheureux de dire ça, mais on a eu de la chance parce qu'on était plusieurs, et qu'on s'est entendus, et que finalement, on a créé une force tous ensemble, mais la particularité de notre association, c'était de créer une indignation et donc de gueuler très très fort. Et les réseaux sociaux, les médias ont été une forme en fait où il fallait absolument à chaque fois aller plus loin pour, en fait, la réalité c'est que pour que changer les institutions ou changer en tout cas la manière de faire, il faut indigner et donc déranger. Et donc on a dérangé. Et c'est pour ça que ça a marché, en tout cas, on a pu faire monter quelques marches. Et il y a... Moi, c'est un truc auquel je réfléchis pas mal en ce moment. C'est la violence dans laquelle ça se passe, tout ça. Mais MeToo, l'affaire Weinstein et la parole libérée. Et c'est dingue quand ce qu'on pourrait, certains appellent du bashing, c'est dingue qu'il faille autant de violence dans notre société pour arriver à percuter les consciences. Et je trouve ça regrettable qu'on puisse pas se dire en homo sapiens responsable qu'il y a un truc qui déconne, quoi, et qu'il faut juste réformer les choses correctement, et qu'on puisse le dire à l'État, qu'on puisse le dire à l'Église, qu'on puisse le dire à l'armée, et qu'on accepte de voir les défaillances, qu'on accepte de les mettre sous une dimension statistique pour pouvoir les comparer et pour pouvoir les analyser. Et je trouve que toutes ces institutions-là, qui sont composées de ces élites super responsables, sont assez amateurs sur un sujet qui est aussi grave, parce que la violence sexuelle sur mineurs principalement, c'est une pandémie en fait, et Violaine d'ailleurs l'explique très bien et beaucoup mieux que moi, mais c'est une programmation de la violence dans notre société qui génère un impact en termes de santé publique le jour où l'État français acceptera
de calculer ça, le nombre d'ITT, le nombre d'hospitalisations, le nombre de démissions, le nombre de divorces, le nombre d'enfants qui subissent eux-mêmes les violences qu'ont vécues leurs propres parents, qui portent cette colère et cette souffrance en eux, le jour où on mettra ça, le nombre d'heures de suivi psychologique, c'est colossal. On parle, mais on parle en milliards. C'est le jour où l'État français fera ce calcul-là, il se rendra compte de l'extrême rentabilité pour la société que d'agir sur ce sujet-là. Alors le professeur Wissam El Hadj tout à l'heure a parlé effectivement de honte parce qu'il s'agit du sexuel, d'intimité, de violation de l'interdit, y compris pour la victime qui se sent salie, souillée, n'ose dire l'indicible et reconnaître sa position de victime. Puis énoncer, dénoncer, c'est vraiment tout un processus en déposant les éléments factuels d'un vécu auprès de représentants de la loi qui ne sont pas toujours à même de recueillir de façon correcte, je dirais, la parole de la victime. En tout cas, les conséquences sont aussi familiales, professionnelles. Alors, dans une famille, briser l'omerta, c'est se mettre à dos parfois tous les membres de sa propre famille, parce que c'est répréhensible d'oser dénoncer. C'est prendre le risque, effectivement, de se couper de tous les membres de sa famille, d'être rejeté, voire en tant que victime, d'être mis au banc des accusés, tellement le déni dans certaines familles est violent. La personne n'est plus considérée comme, dans sa famille, elle est considérée comme indigne, méprisée, elle ne fait plus partie du clan, bannie de sa famille et parfois avec conjoint et enfants. C'est vrai qu'elle peut être aussi en prise avec des peurs anticipatrices qui vont freiner la dénonciation de l'auteur. Donc, parfois, c'est quand une victime ose parler, c'est parfois se couper des liens avec ses propres enfants, avec les grands-parents, ou de couper les liens aussi des enfants avec les oncles et tantes, grands-pères, grand-mères, cousins, cousines. Vraiment, il y a des personnes qui se sentent complètement isolées. Et en institution, la violence, là, se situe en fait, parce que tout comme la famille, l'institution rejette, menace, fusionne, maltraite. Et la violence en institution se situe dans les liens, en fait, entre professionnels. Il y a des alliances ou des alliances, des stratégies d'évitement, des clivages au sein de l'équipe, des violences dans les liens avec les représentants de l'institution, lorsque, par exemple, des professionnels ne sont pas entendus. Et certains professionnels témoins de violences ou de dysfonctionnement reçoivent bien évidemment l'injonction de se taire au détriment premier des enfants. Et dans une institution, briser l'omerta, c'est se mettre aussi à dos des membres qui la composent, c'est se retrouver parfois seul face au déni, face à des personnes qui se liguent en véritable puissance contre le traître, et l'intrus peut devenir bouc émissaire. Donc la pression exercée par les menaces de sanctions institue là aussi la violence institutionnelle en procédant encore à l'intérêt supérieur, celui de la protection de l'institution ou de l'association, au détriment des victimes, des enfants et aussi des professionnels qui osent parler. Et lorsque la loi n'est plus présente, la violence entre les membres de l'équipe s'exprime à travers les conflits liés au pouvoir, à la logique de domination, où la peur de la violence peut se déplacer aussi vers des positions de harcèlement, de rivalité, de manipulation, d'humiliation, de menaces et de sanctions. Et des personnes, des professionnels sont parfois contraints à démissionner tellement la pression est importante. Mais ce qu'il faut comprendre dans une équipe, c'est vraiment les affects liés à cette souffrance entraînent au niveau de toute l'équipe, de l'ensemble de l'équipe, en fait, des états de confusion
qui vont se répercuter sur des positionnements professionnels. Il va y avoir des confusions de limites autorisant en fait une complice passivité dans l'action de protection des enfants et puis bien évidemment des défauts de signalement, y compris bien évidemment là aussi de la part de membres de l'équipe de direction. Et dans le droit français, juste un petit point, il revient à la victime d'apporter des preuves. Il faut prouver l'intentionnalité de l'auteur. Donc, c'est vraiment pas simple. Je propose que nous avancions et qu'on puisse échanger avec la salle sous forme de questions, réponses, témoignages, et puis peut-être aussi entre les intervenants qui ont chacun leur domaine, j'allais dire, d'expérience, que ce soit dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, le milieu militaire ou le milieu religieux. Peut-être entre vous, avez-vous des questions aussi sur ce qui différencie l'omerta ou ce qui ne les différencie pas, justement, les omertas dans vos différents domaines, si j'allais dire, au domaine de connaissances. Peut-être voulez-vous intervenir entre vous-mêmes. Moi, je serais curieuse de savoir par rapport à ce qu'on vient de dire sur la façon dont l'omerta fonctionne et comment le silence se répand. Est-ce que suite, entre guillemets, à la médiatisation aussi de l'action de votre association, est-ce qu'il y a eu des témoignages, on va dire, de soutien interne à l'Église qui vous ont été apportés, justement, qui iraient un peu à l'encontre de ce qu'on vient de décrire? Oui, heureusement. Heureusement, bien sûr, on a eu des témoignages de soutien, on a eu des adhésions même, et on en a encore, de prêtres. On en a même eu d'évêques. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est arrivé. Et heureusement, le schéma de pensée évolue au sein de l'institution. En fait, si vous voulez, c'est un corps complet et il n'y a pas de vérité préétablie. Il y a aujourd'hui une réflexion de fond qui est en train de s'opérer au sein de l'Église, mais qui concerne les fidèles, qui concerne les prêtres et qui concerne les évêques. Et peut-être même au sein de la curie romaine, il faut l'espérer. Donc, et ça, c'est dans le monde entier. Alors, voilà, il y a des courants plus ou moins traditionnalistes, mais il y a une évolution, ouais. Juste, je compléterai, je suis un peu moins optimiste que François sur l'institution. Oui, on a eu quelques évêques qui ont adhéré à notre association, on a quelques prêtres. Ça se compte quand même sur les doigts de la main. Et la plupart des gens qui nous ont soutenus à l'intérieur de l'Église, dès le début, ça a été très rare. Au fur et à mesure, effectivement, parce qu'il faut comprendre qu'au départ, on a eu pas mal d'accusations. Alors, on était à un moment le lobby LGBT, un avocat nous a comparé à Daesh. Enfin, c'était très très dur puisqu'on s'attaquait à l'Église catholique. Et la plupart des soutiens, à part effectivement ceux qui se comptent sur le doigt je pense, d'une main, ont été plutôt des soutiens en nous disant ne le dites pas. Donc il y avait encore un silence, etc. Le fameux évêque dont parle François, qui est quelqu'un de super, etc., n'a jamais voulu intervenir officiellement ou publiquement, ne serait-ce que pour dire, voilà, ce que vous faites, c'est bien, il y a vraiment des soucis dans cette institution. La pédocriminalité est institutionnalisée depuis des années, et pas au niveau français, mais au niveau international. Je veux dire, ça compte effectivement tous les pays. Et encore une fois, je le dis souvent, mais on a de la chance d'être en France, parce que nous, on a des cas en Afrique où là, on risque sa vie si on parle. Ce qui, je l'espère, pas le cas en France, mais en tout cas dans certains pays, en Amérique latine, etc., où parler, c'est risquer sa vie. Donc, ça bouge lentement, et je suis beaucoup moins optimiste que François sur la finalité de tout ça. Oui, je me permettrai un petit mot parce que l'institution Église a été effectivement acculée par vous à prendre en compte ces crimes sexuels.
Je voudrais juste prendre un petit temps pour échanger. Enfin, j'ai eu l'occasion d'être auditionnée, vous aussi, Muguette, également un certain nombre de personnes par le Sénat, par la mission qui a traité de ces questions de violences sexuelles, et notamment dans le cadre d'institutions. Et c'est vrai que des prêtres et des évêques ont su, en ne dénonçant pas ces crimes, se sont rendus en fait complices de ces actes. Et par ces agirs pervers et pédocriminels, des prêtres ou des clercs ont également autorisé, ont donné en fait un blanc-seing à certaines victimes. C'est-à-dire, si le prêtre le fait, moi aussi, je peux opter pour ces agirs pervers. Et certains ont en effet perpétré ces agirs après avoir été victimes dans leur enfance. Et ces victimes ont pu intégrer un processus et développer par la suite des déviances en devenant eux-mêmes pédophiles, voire pédocriminels. Et en fait, l'institution, l'Église en tant qu'institution, a contribué aussi à développer la pédophilie. Jean-Baptiste Moquet, je suis avocat à Paris, confronté évidemment à un certain nombre de ces sujets. Et la réflexion que m'inspirent nos échanges, c'est les mécanismes de pouvoir et la complicité aussi entre les institutions, puisque Marielle, tu parlais de problèmes de traitement particulier de certains dossiers. On pense que la justice, moi je voudrais parler de l'omerta judiciaire, on a tous un idéal de la justice et on pense que la justice, elle va faire son travail pour rendre des décisions justes et réparer ce qui a été blessé, reconnaître les fautes. Or, la justice, dans ces dossiers-là, et dès lors qu'il s'agit de personnalité, donc dès qu'il y a une mise en cause de quelqu'un qui est en poste de responsabilité, c'est des dossiers qu'on appelle des dossiers signalés. Voilà, les dossiers signalés, ça veut dire que les informations remontent jusqu'au ministère par le parquet, par la voie hiérarchique, et ces dossiers-là vont connaître un traitement particulier, soit accéléré dans certains cas, on veut faire sortir des dossiers vite, soit ralenti dans un certain nombre de cas. Voilà, ça fait que le cours de ces dossiers-là n'est pas du tout le même cours que la justice ordinaire, et la décision qui sera rendue ne sera pas une décision rendue de façon normale. Et alors, on a, dans ces mécanismes de pouvoir qui s'enchaînent, l'attente et l'espoir de contre-pouvoir. Les avocats peuvent mener des batailles acharnées, mais ils sont souvent bien seuls et ça ne suffit pas. On peut avoir la presse. Dès que la presse rentre dans un dossier médiatisé, il est traité différemment par les juges. Voilà, vous avez un dossier assez emblématique qui est le dossier Malouf. Voilà, Ibrahim Malouf, musicien de renommée, qui a agressé sexuellement une stagiaire de seconde qui avait 14 ans, voilà, qui reconnaît l'avoir embrassée. Et on va vouloir faire une reconnaissance de culpabilité, c'est-à-dire un traitement alternatif sans audience. Voilà. Alors c'est médiatisé parce qu'il y a un enquêteur qui trouve ça choquant, qui transmet à un copain de la presse. On fait un article et là le procureur il est pris au dépourvu, il ne peut plus faire ça. Voilà. Donc on a une audience et on a Ibrahim Malouf qui s'enferme dans une défense impossible et qui va dire voilà, non mais il y a eu un baiser, c'est accidentel, etc. Et voilà, la justice ne suit pas son cours normal. Aujourd'hui, Ibrahim Malouf, il continue sur les réseaux sociaux avec les soutiens d'un certain nombre, parce que c'est un musicien de renom et qui est super suivi, à dire non, il ne s'est rien passé, le dossier a été mal jugé, il n'y a pas eu d'enquête, mais il y a eu une enquête, il y a eu des faits qu'il a reconnus, notamment un baiser sur cet enfant. Voilà. On a des mécanismes de pouvoir qui vont jouer ou qui ne vont pas jouer, et derrière ça, c'est le point moi, que ça me suggère, dans tout cheminement, que ce soit un cheminement institutionnel, mais c'est aussi un cheminement personnel, on sait qu'on arrive à maturité quand on est capable de se remettre en cause. Voilà. Or, si on n'a pas de contre-pouvoir qui permettent une remise en cause, ou si on n'a pas au sein de l'institution des organismes de vigilance qui vont dire attention, là il faut mais il faut leur donner du pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on va mettre une commission d'enquête, on va mettre une personne, on crée une commission avec un mail abuse, voilà, parce qu'on parle anglais. Non, il ne suffit pas de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour se remettre en cause et se remettre en cause collectivement? Parce que Maznef, tout le monde a su, voilà, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce que collectivement on fait pour se remettre en cause et interroger nos institutions? Et là, je pense
comparativement aux États-Unis sur ces sujets-là, où c'est peut-être lié au moralisme et au puritanisme, mais il y a des choses voilà, où les gens n'acceptent pas et les gens se mobilisent. En France, j'ai vu la parole libérée émerger avec plaisir, ça faisait 10 ans que j'attendais ça, mais c'est les seuls. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et pourquoi ça reste là, limité à un groupe de Lyonnais? Alors ils se connaissent, ils ont pu se constituer, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait en France pour nous remettre en cause et interroger collectivement nos positionnements sur ces sujets-là? Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Jean-Baptiste. Je pense que bon, la pédophilie, c'est une dérive, enfin la pédocriminalité, c'est une dérive, malheureusement, qu'on n'arrivera pas à éradiquer. Je pense qu'elle s'observe d'abord par une dimension statistique, pour en voir les dissonances. Et je pense que la dérive, elle s'inscrit dans un système qui le permet. Et je pense que l'armée le permet. Je pense que le cinéma ou l'Église permet ça. Et on ne répondra à cette dérive que par la réforme du système. Et c'est ce que la nation française a fait quand elle a arrêté son système monarchique pour mettre en place la Constitution française, l'égalité des droits. Et elle s'est organisée pour être juste et pour être moralement équilibrée. Et donc, je pense qu'on ne répondra à cette problématique institutionnelle qu'au travers de la réforme du système et de construire un système équilibré. Oui, bonjour, je suis Véronique Jameron, médecin à Paris. Je voulais rebondir sur la notion d'individu et d'institution. Est-ce que là aussi, on a des individus qui jouent leur rôle, c'est-à-dire qu'on a des régiments où ça ne va pas être toléré, des maisons d'accueil d'enfants, des foyers où ça n'est pas toléré, des diocèses où ce n'est pas toléré, où on prend des sanctions immédiatement? Je pense que nous, ce qu'on a essayé de décrire, par exemple, dans l'armée, c'est ce qu'il y avait de systémique, en fait. Qu'est-ce qui fait qu'au-delà d'actions individuelles, on a un système qui va permettre l'impunité et du coup, de ce fait, la reproduction de ces violences-là. Et là, c'est là qu'on rentre dans des questions de culture professionnelle, d'organisation hiérarchique, d'organisation aussi de la dénonciation, enfin, à qui on peut dénoncer des violences qu'on subit, à l'intérieur de l'institution, à l'extérieur, où est-ce qu'on va? À la police? Non, à la gendarmerie, car ce sont des militaires, il faut d'abord aller chez les militaires. Enfin, il y a tout un tas de choses qui relèvent du système et qui fait que, pour nous en tout cas, de ce qu'on a vu, c'est qu'on avait un huis clos et un système qui permettait une prévalence de ces violences-là et leur perpétuation. Allez-y. Olivier Egelet, référent national pour SVS de la prévention de la violence sexuelle au travail. Ce que j'aimerais apporter comme retour du terrain, en tout cas en entreprise, c'est qu'est-ce qui fait que dans certaines structures, le harcèlement est toléré, d'autres pas. En fait, ça dépend de la position du dirigeant, ça dépend de la position de la personne qui a le pouvoir. L'entreprise est une institution au même titre que l'Église, que l'armée, que l'école, que la famille. Il faut que cette position soit claire et tranchée, ça c'est la première des choses. Et il faut que la position soit exemplaire. Et il faut aussi que derrière, il y ait des sanctions. Parce que tout ce qui n'est pas sanctionné est toléré et autorisé. Et le système, quel qu'il soit, va saisir cette opportunité et effectivement va reproduire toutes ces dérives. Et c'est comme ça que ça se fait. Si le chef, le patron le tolère, tout le monde va rentrer dans ces comportements déviants. S'il le fait, c'est autorisé, donc je le réplique, je le duplique. Et ça, c'est très important, c'est la position de la direction ou de la personne qui a le pouvoir et l'exemplarité qu'elle donne. Merci Olivier. Je suis vraiment désolé, on est tenu maintenant par le temps, mais je pense que ton intervention peut servir de belle conclusion parce que je partage tout à fait à titre personnel, en tous les cas, cette observation. Merci vraiment à tous, merci à tous les intervenants, c'était passionnant.